Je vais maintenant passer la parole à David Grocon. On va continuer sur le thème des langues régionales et donc langue bretonne pour nous, mais des langues aussi minoritaires et régionales de l'Hexagone. David donc préside la commission des langues et cultures régionales de l'ARF et va peut-être pouvoir nous faire un état des lieux sur les propositions de loi en faveur des langues régionales aujourd'hui, sachant qu'après le vote des élus socialistes au Parlement européen, ce qu'on peut souhaiter, c'est une cohérence de posture du même parti sur la défense et la promotion des langues régionales de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du côté français, une fois qu'on a quitté le côté belge. Voilà, à toi la parole, David. Oui, je viens d'entendre le discours de Marie-Lise Lebranchu. Voilà. Donc, je suis dans l'expectative. En tout cas, je remercie François du rapport qu'il a fait parce que je me suis empressé de le distribuer au service de la région Aquitaine qui prépare l'utilisation des fonds européens. Dans la première mouture, il y avait marqué patrimoine, et dans la deuxième, après que je sois intervenu en disant c'est bien patrimoine linguistique, c'est revenu le document avec patrimoine environnemental. Donc je suis très inquiet, mais j'ai envoyé donc le paragraphe 8 de ton rapport à tout le monde en disant, vous voyez, le Parlement européen, qui est quand même l'organe aujourd'hui qui représente le mieux le peuple européen, souhaite que les fonds FEDER et FSE puissent aussi servir au développement linguistique. Alors, c'est acquis. Donc, si c'est la Commission, on est d'accord. Les trilogues sont terminés. D'accord. Les textes, dans la procédure de définition des règlements. Donc, les règlements, c'est une directive européenne. Donc la Commission fait une proposition. Bon, le cœur de la proposition, c'est quelles sont les priorités que l'Europe veut financer. Donc, il y a 11 priorités. La 6e priorité, c'était la protection et la promotion du patrimoine des ressources naturelles. Enfin, je cite de mémoire, c'est ça, Bruno, à peu près. Et donc, on a fait rajouter des ressources naturelles et culturelles. Et l'exposé des motifs, et là ensuite, il y a des mesures types qui sont rattachées à chaque priorité. Et donc, à chaque fois, on a fait rajouter l'option patrimoine culturel et linguistique. Voilà. Je suis preneur de tout texte qui me permettra d'aller leur mettre sous le nez. Parce que non, on a un sérieux problème, c'est que derrière il y a les contrats de plan État-région qui sont collés à ça, et pour le moment on ne voit rien venir. Et c'est vrai qu'il y a une inertie. Moi j'ai posé la question avec le collègue Guillaume Latruvès, on a essayé de travailler avec la région Midi-Pyrénées sur le même sujet. J'en ai parlé ce matin avec Léna et avec Christian. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'appuyer sur les services des régions qui travaillent autour de ces fonds européens, qui s'interrogent beaucoup sur la façon dont on va pouvoir gérer tout ça. Il faut du personnel en plus. Bon, c'est un peu nouveau pour les régions. Et aujourd'hui, bon, comme le disait François, on nous dit oui, c'est important, mais il y a plus urgent, etc. Et on est obligé d'expliquer que c'est aussi une source d'innovation, c'est aussi une source de richesse économique, c'est aussi une source de capacité à collaborer les langues de façon transfrontalière. Le gouvernement aujourd'hui, donc, il a deux choses entre les mains. Enfin, il y en a plus que ça, mais au moins ce rapport du Parlement européen qui est clair, qui dit qu'il est un vote. Et puis, il a un rapport que nous avons rédigé, et Paul était avec moi dans le comité consultatif, un comité consultatif créé, j'allais dire pour nous faire patienter un peu, par la ministre de la Culture, qui nous a promis qu'il en sortirait quelque chose et qu'il n'était pas rangé dans son tiroir jusqu'à ce que les historiens l'en sortent. Donc ce rapport a été remis le 15 juillet dernier, une dizaine de personnes y ont travaillé, on a entendu à peu près une soixantaine d'intervenants divers et variés. Le rapport en gros fait deux propositions. Il dit, il faut une loi, il faut des actions, mais il faut une loi. Une loi qui reprenne au moins toutes les propositions qui sont dans la charte européenne, tout ce que la France a signé mais non pas ratifié. Et deuxièmement, c'est une proposition intéressante, il faut un code des langues. C'est-à-dire qu'on regroupe tous les textes aujourd'hui, comme il y a un code des collectivités, comme il y a un code de l'éducation, un code des langues, qu'on arrête de nous opposer des textes qui existeraient, d'inventer des oppositions qui sont uniquement des oppositions de principes, de préjugés d'un certain nombre d'élus ou de services dans des régions, des départements ou je ne sais quoi. Voilà les deux grandes propositions qui sont faites. Et puis tout ça est décliné avec une grande part qui est faite à l'enseignement, mais on a pris soin dans le rapport, Paul, de faire intégrer tout un tas de sujets. Alors il y a des sujets difficiles, on a évoqué la question des écoles associatives, waouh, ça a été compliqué,
Mais on avait quand même dans ce comité consultatif un président qui était un ancien préfet et moi que j'ai trouvé prêt à écouter et surtout intéressant parce qu'il découvrait des choses et notamment que les blocages au sein de l'administration et dans le monde politique, mais au sein de l'administration, sont énormes et qui sont souvent à l'origine d'impossibilité d'avancer sur un certain nombre de sujets. J'ai pris l'enseignement, mais on pourrait en prendre d'autres à la télévision. Et ce qui nous a frappé, c'est surtout l'ignorance des services centraux de l'État de la question. C'est-à-dire qu'on a entendu des choses à grimper au plafond, du style, oui, alors le président demandant au ministère de l'Éducation nationale, mais pourquoi ne faites-vous pas de l'immersion? Ah, mais non, l'immersion, ce sont des écoles associatives qui sont réservées aux enfants des parents qui parlent la langue, donc nous, l'Éducation nationale, on ne peut pas le faire. Et là, on l'a regardé avec étonnement, on lui a dit, vous avez déjà visité une calandrette, une diwan, une kashtola? Non. Vous savez comment ça fonctionne? Vous savez que 70%, 80% des enfants de ces écoles ne parlent pas la langue en famille? Non, c'est pas. Voilà. Sur les médias aussi, je vous en passe. Enfin bon. Donc, ignorance et préjugés. Voilà. Les deux choses ensemble, ça fait un cocktail détonnant, quoi. Enfin, c'est mortel. C'est donc aujourd'hui, avec ces deux rapports, l'un qui est bien français, d'un comité créé par un ministre français, d'un gouvernement français, et un autre qui est celui du Parlement européen. Donc il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Il y a des promesses, une lettre de François Hollande du mois d'août 2011 qui nous dit qu'il veut un statut 2012 pardon, qu'il veut un statut clair pour les langues, qu'il veut ratifier la charte européenne. Bon, des promesses, etc. Un certain nombre de choses qui aujourd'hui font qu'on devrait avancer s'il y a la volonté politique. Reste posée la question de la charte européenne qui a été discutée dans le comité consultatif. Alors, il a été décidé au départ que finalement on se disait, bon, ce qui importe c'est le contenu de la charte et peut-être pas la charte elle-même. Très forte charge symbolique de la charte, effectivement, il y a un moment de militants, on l'a bien senti. Mais bon, faisons comme si nous sommes un comité nommé par la ministre d'un gouvernement qui nous a dit non, on ne peut pas ratifier la charte. C'était ce que venaient de dire le président de la République et le Premier ministre. Donc, on part de ce principe-là. Aujourd'hui se pose la question de savoir si c'est valable ou pas comme argument, et je me la repose en tant que militant aussi. Je me dis, attention, ratifier la charte peut aussi être une façon de nous dire, voyez, on ratifie et puis on s'arrête là. Parce qu'on nous dira derrière, de toute façon, tout ce qui est dans la charte, on le fait déjà, plus ou moins, un petit peu. Donc voilà, on la ratifie et puis derrière, on ne suit pas. Donc il faut vraiment être attentif à une chose, c'est qu'il nous faut éventuellement la ratification de la charte pour ne pas avoir l'air ridicule en Europe, et pour envoyer un message à l'extérieur d'une France qui changerait sur le plan linguistique. Deuxièmement, une loi, ou plusieurs lois, une loi cadre, et puis ensuite des déclinaisons qui peuvent être des déclinaisons réglementaires, évidemment. Et puis ce code des langues qui serait un bon moyen d'éviter les cafouillages au sein des administrations, les FADA qui vont déposer des recours parce qu'on a posé un panneau par-ci alors qu'il y en a déjà des milliers sur le territoire. Enfin bon, vous voyez tout un tas de choses qui sont de l'ordre du folklore. Et puis, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, cette information importante qui est que ces fonds européens qui vont arriver, aussi bien certains fonds transfrontaliers que les fonds qui vont être utilisés par les régions directement, puissent permettre à un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur les langues de recevoir un certain nombre d'aides, de coups de pouce, parce qu'ils sont nécessaires et absolument, il serait totalement anormal qu'aujourd'hui on nous parle d'équilibre du développement des territoires et qu'on ne fasse que la sauvegarde des petits oiseaux, ce qui c'est très bien, mais les petits oiseaux ils ont un nom, et puis on les a nommés dans une langue, et puis il y a tout autour de ça des gens dans les paysages qui ont fondé ces paysages et qui les ont nommés, etc. Enfin bon, des banalités que l'on dit aujourd'hui, on ne veut pas faire une politique environnementale et un développement durable sans la culture et sans les langues. C'est un discours qui commence à rentrer, mais c'est pas simple. Donc, surtout en période de crise. Donc moi je ne suis pas pessimiste sur la suite. Je dis simplement que la mobilisation qui a été celle des militants pendant les dernières années a été un moteur fantastique, parce que quand on a 60 000 personnes dans les rues en 2012, ça nous aide, nous élus, à dire, vous voyez quand même, on représente quelque chose, il y a du monde qui va poser des questions sur ce problème des langues. Et puis ensuite, on a un vrai besoin d'argent, de moyens financiers. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que j'entends depuis quelques mois sur la décentralisation, n'est pas très encourageant. Certes, il y a une petite phrase dans les textes,
Enfin bon, elle reste assez vague. On a fait au sein de l'ARF, avec les collègues des différentes régions, Belkacem, Léna qui sont là et d'autres, on a fait un certain nombre d'interventions auprès de l'ARF qui a bien relayé les choses auprès du gouvernement, et on a notamment bien insisté sur le fait que pour nous, les régions devaient être chefs de file, c'est-à-dire qu'elles devaient être pas prescriptives, puisqu'on ne peut pas faire de la prescription en la matière sur les autres collectivités, mais enfin prendre en main la question linguistique, et notamment la prendre au niveau interrégional quand il y a plusieurs collectivités, ou dans le cas de la Bretagne, un département, une région. Bon, tout ça a été bien relayé, mais passé au filtre de la tiédeur que j'ai pu entendre encore tout à l'heure et qu'on subit depuis quelques mois, ça ne donne pas grand-chose au final. Donc il va falloir prendre des initiatives et que les régions peut-être les prennent elles-mêmes, etc. Mais dans le contexte budgétaire, ça ne va pas être simple. C'est pour ça qu'il nous faut aussi des moyens venus de l'Europe et peut-être du soutien politique et du soutien associatif, etc. Voilà, je termine. Voilà, mais je m'en tiens là sur la tiédeur actuelle. J'espère que ça va se réchauffer, mais en tout cas, il y a une chose pour réchauffer tout ça, c'est qu'il faut pousser politiquement et pousser le monde culturel à s'engager dans la décision. Aujourd'hui, il y a des municipales, il faut y aller, parce que c'est aussi là qu'on va arriver à faire comprendre que les choses doivent changer. Enfin, ça, je ne vous l'apprends pas, hein. C'est à ce niveau-là qu'on peut faire tenir un certain nombre de discours et les faire remonter, et faire comprendre que nous sommes représentatifs.